If I mean, either my best friend or my worst enemy. stay, And that's how I have to deal with it. Apparently she wasn't breathing and she's 46-year-old. She was not breathing? Yes. Okay, but she is Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est une vidéo consacrée à la diva Whitney Houston. Ça va être un sujet assez lourd, une vidéo sûrement un peu longue, mais il fallait quand même un petit peu développer parce que la vie de Whitney Houston, c'est quand même une sacrée vie, hein. C'est très bateau ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin, parce que j'ai fait vraiment toute une partie consacrée à son décès, parce que oui, il y a une cause officielle, nanana, mais il y a aussi certaines théories qui subsistent encore aujourd'hui, hein, donc 12 ans après son décès, et je me suis justement penchée sur le rapport d'autopsie, donc je vous le mettrai à l'écran, hein, on verra tout ça ensemble. C'est vrai qu'il y a des choses quand même assez bizarres. Bref, voilà. Après, il y en a d'autres aussi qui ont des théories du complot. Il y aura une petite partie également là-dessus. Mais voilà, ça ne prendra pas toute la place, hein. Je vous rassure, on va surtout se pencher sur du concret, sur des témoignages. Et j'avoue que c'est quand même assez troublant. Whitney Houston, surnommée la Voix, est née le 9 août 1963 à Newark, dans le New Jersey. Et ce n'est pas qu'une chanteuse, c'est aussi une actrice, mais aussi une productrice et il fut un temps un mannequin. Elle grandit dans un environnement quand même assez musical, hein. Déjà, il y a son père, John, qui est un ancien chauffeur de camion reconverti dans la production artistique. Et on a sa mère, Cissy, qui est choriste rhythm and blues, et qui a toujours rêvé de devenir célèbre. Je pense que c'est un petit détail assez intéressant à noter pour la suite. Et cette dernière chante également et dirige le chœur gospel de l'église baptiste de New Hope. Elle a également pour cousine la chanteuse Dionne Warwick. Donc voilà, hein, comme je vous dis, famille quand même assez bercée par la musique. Et côté enfance, à l'école, ça se passait comment ? Eh bien, Whitney était une élève très sage. Elle était dans une école de jeunes filles et il n'y avait vraiment aucun souci à signaler. Elle était assez obéissante, hein, envers ses parents. Donc elle n'a jamais fugué, elle ne faisait pas de caprices. Elle grandit aux côtés de ses deux frères. Et on considère que sa famille fait partie de la bourgeoisie. Donc ils habitaient un quartier quand même pas mal, hein, voilà. Et ils avaient aussi une piscine. Donc elle a été élevée, comme vous l'aurez compris, dans la foi chrétienne. Et elle va aussi rejoindre la chorale que dirige sa mère, donc la chorale de l'église baptiste New Hope, dès qu'elle aura 5 ans. Elle va également apprendre à jouer du piano et elle va devenir choriste. Elle chante son premier solo à l'âge de 11 ans. Mais tout ça, c'est un petit peu poussé, hein, grandement par sa mère. Alors oui, Whitney a un don, hein, ça c'est incontestable. Mais maman derrière va quand même pas mal pousser, hein. C'est elle-même, hein, qui va décréter que sa fille sera un jour chanteuse. Donc elle décide dès l'adolescence de Whitney de prendre sa carrière en main. Donc là, Whitney va commencer à se produire de manière professionnelle comme choriste pour, par exemple, Chaka Khan. Et c'est à l'âge de 15-16 ans qu'elle va faire la rencontre d'une personne qui aura un grand rôle dans sa vie. Il s'agit de Robin Crawford. Alors, elles deux, elles se rencontrent dans un camp de vacances. Et tout de suite, elles vont tilter. J'avais 16 ans et nous travaillions sur des jobs d'été et je me souviens avoir pensé « Waouh, ça va vraiment être un voyage cet été. Je n'ai absolument pas d'amis. » Et puis voici Robin avec cette belle coupe afro. Elle était grande et très sculpturale et je me suis dit « Waouh !» Elle m'a défendue. Je me souviens avoir pensé que j'avais connu cette personne toute ma vie. Donc à ce moment-là, Whitney a 16 ans, Robin, elle en a 19, elle est un petit peu plus âgée. Nous sommes en 1980 et là tout de suite, Robin, elle prend Whitney sous son aile et elle lui dit même qu'elle va veiller sur elle. C'est exactement ce qu'elle va faire pendant les 20 prochaines années. Elle sera un soutien sans faille de Whitney lors de sa montée, hein, vers le succès. Et cette dernière déclare « Nous voulions être ensemble ». Et cela ne signifiait que nous. Whitney m'a dit que sa mère disait que ce n'était pas naturel que deux femmes soient aussi proches.
Alors oui, effectivement, elles étaient très très proches. Ça a d'ailleurs par la suite, aux yeux du public, alimenté beaucoup de rumeurs d'homosexualité. Et c'était déjà aussi une inquiétude de la part de la famille avant que Whitney soit célèbre. Donc il y a tout le temps des spéculations sur la véritable liaison qu'entretenait Whitney avec Robin. Nous n'avons jamais parlé d'étiquette comme lesbienne ou gay, déclare Robin. Nous avons simplement vécu notre vie et j'espérais que cela pourrait continuer ainsi pour toujours. Whitney sait que je l'aimais et je sais qu'elle m'aimait. Nous comptions vraiment l'une pour l'autre. Nous avons juré de nous soutenir mutuellement. Alors effectivement, on découvrira bien plus tard dans un documentaire qui sortira en 2018 que c'était pas vu d'un très bon œil cette relation entre Whitney et Robin de la part de sa famille. Ça commence par eux. On a même le frère de Whitney qui déclare donc dans le documentaire toujours sorti en 2018. Robin n'était personne, elle était une opportuniste. Je ne les ai jamais vus faire quoi que ce soit, mais je sais que c'était quelque chose dans lequel je ne voulais pas que ma sœur soit impliquée. Donc, dans ce documentaire, on découvre que Whitney a quitté la maison familiale quand elle avait 18 ans pour emménager avec Robin. Et ça, c'était suite au divorce de ses parents. À ce moment-là, Whitney était très mal, elle avait le cœur brisé. Et c'est aussi à cette époque-là qu'elle commence à faire du mannequinat. Et elle est sur le point de décrocher un contrat qui va changer toute sa carrière. À ce moment-là, elle fait la rencontre de Clive Davis, qui travaille chez Arista. Et il va signer Whitney pour en faire la nouvelle star, quoi. Et c'est à ce moment-là que, selon Robin, Whitney aurait mis fin à la relation physique entre elle et Robin. Donc je pense que là c'est assez clair, on comprend qu'en fait elles étaient vraiment un couple, mais qu'à ce moment-là Whitney a décrété qu'il vaudrait mieux qu'elles soient juste amies. Donc elle a offert une Bible en 1982 à Robin, et voici ce qu'elle déclare également. Elle a dit que nous ne devrions plus être ensemble de manière physique, parce que cela rendait notre voyage encore plus difficile. Elle a dit que si les gens découvraient notre existence, en tant que couple gay, comprenez, il l'utiliserait contre nous. Et dans les années 80, c'était ce que l'on ressentait. Je l'ai donc gardé en sécurité. J'ai trouvé du réconfort dans mon silence. Donc là, Whitney, juste avant de signer, elle est en train de percer en tant que mannequin. On est en 1981. Elle fait la couverture de grands magazines tels que Glamour, également Seventeen. Et elle a une forte pression familiale sur ses épaules. Donc comme je vous disais, Whitney, on commence à voir son visage un petit peu sur les magazines, tout ça. Et bien justement, elle va taper dans l'œil de Clive Davis. Il trouve justement qu'elle a une beauté naturelle, elle n'a pas besoin de mettre une tartine de maquillage sur elle pour être magnifique. Et lui, pour info, c'est quelqu'un qui justement découvre des talents. Il a notamment découvert Santana et Janis Joplin. Donc, il va décider de faire de Whitney Houston une idole universelle qui plaira à tout le monde. Pourquoi elle coche toutes les cases ? Elle n'est ni trop blanche ni trop noire, donc elle pourra plaire à tout le monde, pas seulement qu'à un seul public. Surtout, il ne fallait pas créer un James Brown féminin. Voilà, ça c'était le mot d'ordre de la maison de disques. Nous sommes donc en 1983 quand Whitney signe un contrat avec Clive Davis et la création de son album qui s'appellera Whitney Houston va prendre 2 ans. Donc il sortira en 1985, il va connaître un beau succès, pas mal du tout même, pas qu'aux États-Unis, également à l'international. Elle va passer 2 ans par la suite en tournée, ce sera le Greatest Love Tour. Should I try and stay, or maybe I should run away? Donc là, elle a 19 ans, elle se retrouve en pleine lumière et elle va être exposée aux substances illicites. Donc Marie-Jeanne, coco, cracotte, voilà, vous comprenez, crac-crac si vous voulez. Mais tout le monde ferme les yeux. Voilà, son entourage, ses musiciens également, parce que certains ont témoigné plus tard, ils ne voulaient pas vraiment admettre cette facette-là de Whitney. D'autant plus que pour eux, c'était
on va dire, une addiction récréative. C'était pas tout le temps, c'était de temps en temps. Donc, bon, voilà. On est dans le showbiz, il n'y a rien de choquant, donc passons l'éponge. Mais Robin, elle ne voit pas du tout ça d'un bon œil. Elle va essayer du mieux qu'elle peut de tempérer Whitney par rapport à tout ça. C'est en fait son ange gardien, voilà, elle est toujours à côté d'elle, c'est sa meilleure amie, c'est également, on peut dire, son premier amour, son ange gardien, sa protectrice, voilà. Et c'est aussi son seul repère affectif. Il n'y a personne d'autre autour de Whitney en qui elle peut avoir réellement confiance, mis à part Robin. Et quand même aussi, j'ai relevé un petit bout de déclaration d'un ex de Whitney qui est, je trouve, intéressant pour la suite de l'histoire. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, on a un restaurateur. Il s'appelle Brad Johnson. Il est sorti avec Whitney avant qu'elle soit avec Bobby Brown. Et voici ce qu'il dit par rapport à Robin. « Je suis montée à plusieurs reprises dans une limousine en tenant la main de Whitney avec Robin assise en face de nous. Elle était protectrice, mais je n'ai jamais ressenti d'animosité à mon égard. » Alors, retenez ça parce que ça ne sera pas du tout le même son de cloche de la part de monsieur Bobby Brown. Côté de l'entourage de Whitney, Robin, sa présence, elle était plus que souhaitée. Il la considérait comme un énorme atout. Mais on a une autre source familiale qui raconte « Au début, Robin avait l'impression que Nippy, c'est le surnom de Whitney Houston, prenait peut-être trop de substances. Elle est donc allée voir Cissy, la mère de Whitney, sachant que Cissy ne pensait pas que Robin était une compagne appropriée pour sa fille. Et elle lui a dit « Je pense que Nippy en fait trop et cela m'inquiète. » Oui, et donc pour Robin, ça lui a demandé quand même beaucoup de courage d'aller rencontrer la mère de Whitney pour lui en parler, étant donné ce qu'elle pensait d'elle. D'autant plus qu'en 2013, Cissy, la mère de Whitney, déclarera que si sa fille était gay, oui, ça lui posait clairement un gros problème. Do you believe that Whitney and Robin were in a gay relationship? I don't really know. Would it have bothered you if your daughter, Whitney, was gay? Absolutely. Bon, c'est dans ce climat que sort le deuxième album de Whitney en 1987, tout simplement baptisé Whitney. Alors tout de suite, première place, voilà, il est dans le top. On a les chansons, je pense qu'on a toutes, tous dansé sur I Wanna Dance With Somebody. Et là, nous arrivons donc en 1988 pour les Grammy Awards. Elle est nommée dans 3 catégories, dont la catégorie meilleur album de l'année. Et elle remporte également un Grammy pour la meilleure performance pop d'une chanteuse pour le titre I Wanna Dance With Somebody. Après la sortie de cet album, Whitney repart en tournée, Moment of Truth World Tour, et elle profite de sa notoriété pour s'engager, mais s'engager de manière discrète. Whitney ne fera jamais étalage de tout ce qu'elle fait en termes d'œuvres de charité, j'entends. Mais par exemple, elle va fonder en 89 la Whitney Houston Foundation for Children, qui apporte un soutien donc aux enfants sans abri et également aux enfants malades. Elle va également pas mal s'impliquer dans des organisations qui aident les enfants et la jeunesse et aussi des organismes de lutte contre le sida. Et on arrive donc en 1989, donc l'année où elle a fait sa fondation, il y a la cérémonie des Soul Train Music Awards. Ça va pas très bien se passer, elle va se faire huer. Oui, parce que pour certains, dans ce milieu, elle a un peu vendu son âme au diable. Elle chante de la pop, ça n'est pas assez soul ce qu'elle fait, donc bon voilà. Mais elle rencontre à cette cérémonie Bobby Brown. Donc on a la rencontre entre la belle et le bad boy. Ça va commencer le début des problèmes. On arrive l'année suivante en 90. Son 3e album sort, I'm Your Baby Tonight. Elle est en haut de l'affiche et pourtant ça ne va pas bien du tout. Musicalement, par exemple, elle voudrait parfois revenir à ses sources gospel et soul, mais la maison de disques lui propose que des mélodies pop. Elle aimerait aussi pouvoir écrire elle-même ses chansons, mais on lui fait comprendre que c'est pas pour elle, seule sa voix compte. Donc on va dire là Whitney commence à traverser une espèce de crise existentielle par rapport à son travail. En tout cas, elle va nous dévoiler une nouvelle facette de son talent, ce sera la comédie. Donc là, 92, Bodyguard avec Kevin Costner sort, énorme succès, 410 millions de dollars au box-office.
La bande originale, c'est pareil, c'est de la folie. Plus de 44 millions d'exemplaires vendus. Gros carton. Carton planétaire, interplanétaire, voilà, tout ce que vous voulez. Et pourtant, sachez que lors du tournage de ce film, ça va pas trop bien se passer pour Whitney. Elle va faire une première fausse couche et elle va en faire plusieurs. Elle va en refaire une en juillet 1994 et également en décembre 96. Toujours est-il que niveau pro, elle est au top of the world. On la considère à la même échelle que Michael Jackson, Madonna et Prince. Et du coup, elle va épouser Bobby Brown en 92, la même année. 1993, Whitney accueille une petite fille, Bobby Christina. Donc apparemment un conte de fées. Whitney, elle cartonne en tout. Elle est mariée, elle vient d'avoir un bébé. Et non, ça ne va pas du tout. Apparemment, ce qui se passe derrière les murs de la maison des Brown, c'est tout sauf de la romance, quoi. C'est des violences. C'est de la défonce, c'est des menaces. Donc on a les ravages des substances qui frappent aussi bien l'un que l'autre. Oui, car Bobby Brown aussi prend des substances. Donc aux yeux de l'opinion publique, quand on va voir ce qui va se passer après, les gens vont tout de suite penser que Whitney est devenue addicte à cause de sa rencontre avec Bobby Brown, ce qui pour certains est totalement faux, car les substances illicites existaient déjà avant sa rencontre avec ce dernier, quasiment dès sa première grosse tournée, car ses deux frères consommaient également des substances, et c'est par eux qu'elle a découvert tout ça. Alors oui, en effet, il y a un de ses frères qui en parlera des années plus tard en disant que c'est lui qui l'a initié à la coco, mais alors c'est partiellement vrai ce que les gens pensent, c'est Bobby Brown, on va dire, qui... Alors c'est pas lui qui l'a initié aux substances, mais c'est lui qui l'a entraîné encore plus dedans. Bon, le mariage, ça va pas être une partie de plaisir comme je vous dis. Qu'est-ce qu'il y a au menu ? Violence conjugale, infidélité, et pourtant Whitney va s'accrocher parce que pour elle, il est hors de question de divorcer. Elle ne veut pas revivre le cauchemar qu'elle a vécu par rapport au divorce de ses parents. Elle veut tout faire pour que ce mariage marche. Alors quand je vous dis rencontre entre la belle et le bad boy, oui, Bobby Brown quand même, il se pose là, il a un certain passif, certains soucis. Il est déjà papa d'ailleurs de 3 enfants. C'est aussi important pour la suite parce que étant donné qu'il ne paiera pas la pension, c'est Whitney qui paiera tout. Mais encore une fois, selon certains, il ne faut pas tout mettre sur le dos de Bobby Brown, il ne le mérite pas. Whitney a été attirée par lui parce que justement elle voulait peut-être casser son image un peu trop lisse. Elle était attirée par tout ce qu'elle ne connaît pas. Voilà, selon des proches à elle. Le problème, c'est que Bobby Brown a eu une carrière très très courte. Quand ils se rencontrent, il est au top. Et derrière ça, sa carrière à elle va décoller, tandis que la sienne va décliner. Il va en ressentir un profond malaise, une profonde jalousie qui va déterminer son attitude vis-à-vis d'elle. Tout ça mêlé à une grande tambouille de substances en tout genre. Voilà un petit peu ce que déclaraient certains proches, certaines sources. Et il y a Bobby Brown qui sortira une biographie après le décès de Whitney, donc tout simplement baptisée Biography Bobby Brown, et voici ce qu'il déclare. C'était assez difficile. Peu de gens savaient ce qui se passait. Peu de gens savaient comment ces accusations m'affectaient. Peu de gens savaient de quoi ils parlaient. Ils ne vivaient pas, ne respiraient pas ou ne se réveillaient pas avec nous. Ils ont juste poussé les limites de l'expression de ce qu'ils pensaient. Voilà, fin de citation. Donc non, c'était pas lui le gros méchant. Whitney pouvait très bien se mettre dans la mouise toute seule comme une grande, et son image lisse de starlet glamour, c'était pas vraiment ça derrière. First of all, let's get one thing straight. Crack is cheap. I make too much money to ever smoke crack. Let's get that straight, okay? Is it alcohol? Is it marijuana? Is it cocaine? Is it pills? It has been. If you had to name the devil for you, the biggest devil among them? That would be me. It's my decision.
Bon, comme je vous disais, Whitney, effectivement, elle se bat quand même avec pas mal de démons intérieurs, hein, donc les excès, la pression également qu'on lui met sur les épaules, la terreur permanente de ne pas être à la hauteur commence à la faire chanceler, ça aussi, hein, bien sûr, ça va jouer. On est en 95, elle joue dans un autre film, Où sont les hommes, avant d'enchaîner encore avec un autre film, La femme du pasteur, qui sort en 96, et on arrive en 97. Elle va également être aux côtés de Brandy et Whoopi Goldberg pour le film La légende de Cendrillon, dont elle sera également productrice. Elle sort My Love Is Your Love en 1998. C'est le premier album qu'elle sort en 8 ans. Elle a fait que des bandes originales de films entre-temps. Donc elle fait une tournée mondiale en 99 et c'est là que ça va clasher entre elle et Robin. Alors, on a justement quelqu'un de la sécurité de Whitney Houston qui va s'exprimer sur le sujet en disant « Robin et Whitney étaient comme des jumelles. Elles étaient inséparables. Elles avaient un lien et Bobby Brown ne pourrait jamais renvoyer Robin. Il voulait être l'homme de la relation. Bobby Brown et Robin étaient comme le feu et la glace. Ils se détestaient. Ils se battaient pour son affection. Ils ont eu quelques altercations physiques et il y avait des moments où il n'était pas toujours le gagnant. Mais Whitney venait toujours et versait de l'huile sur les eaux troubles. Donc après la tournée, donc cette tournée-là, Robin est partie. Elle a décidé qu'elle n'en pouvait plus. Ce fut la chute de Whitney. Robin était la seule personne qui la gardait en un seul morceau, quoi, on va dire ça comme ça. Donc là, d'après ce que j'avais vu avec Bobby Brown, ça commençait vraiment à clasher de plus en plus. Et à un moment donné, Robin, elle voyait qu'elle perdait en gros un peu... Alors je dirais pas qu'elle perdait la main, c'est pas le bon terme, mais disons que le peu d'autorité qu'elle avait sur Whitney et dans son travail même, Bobby avait toujours un mot à redire. Il venait toujours essayer de saccager en fait ce que Robin mettait en place pour le bien de Whitney. Donc là, Robin, elle a jeté l'éponge. Donc elle s'en va et ça va être encore pire du côté de Whitney. Donc en 2000 sort une compilation, Whitney The Greatest Hits. Et cette année-là, ça va pas être la joie. Alors déjà, elle va être arrêtée à l'aéroport d'Hawaï en possession de Marie-Jeanne. Elle ne va pas pouvoir assister à la remise de prix aux Oscars. Du coup, elle va être remplacée par Faith Hill, parce qu'elle devait donc chanter lors de la cérémonie. C'est foutu. En 2001 sort une nouvelle compilation intitulée Love Whitney. Et là, elle va participer à plusieurs concerts. C'est pour l'anniversaire des 30 ans de carrière solo de Michael Jackson. Mais là, ça va jaser pas mal parce que les gens vont découvrir une Whitney très amaigrie, pas très stable niveau voix. C'est pas The Voice qu'on connaît, quoi. C'est pas la Whitney qu'on a connue. Bon, en 2002 sort un nouvel album qui s'appelle Just Whitney. Et 2003, fin 2003, catastrophe. Whitney appelle le 911. Elle vient d'être battue par Bobby, encore une fois. Donc elle a la lèvre supérieure tailladée, elle a un hématome de plusieurs centimètres sur la joue gauche, mais une fois face au juge, elle va nier avoir été frappée. Fulton County 911, what's the address of the emergency? Ma'am, I'm at, what's the address? 1014 Tullamore. Repeat that for me. Repeat the address, ma'am. Hello? Bobby était en période probatoire, expliquera-t-elle plus tard. En témoignant contre lui, je risquais d'envoyer mon mari en prison. Ok, Whitney va décider d'éloigner sa fille du foyer familial. Donc elle va l'envoyer vivre chez son frère Gary, ainsi que sa belle-sœur Pat, où ils vont prendre soin d'elle. 2006, la goutte d'eau a fait déborder le vase. Whitney décide enfin de quitter Bobby Brown et de demander le divorce. Donc après 14 ans de mariage, ça y est, c'est bon. Alors apparemment, elle avait préparé son coup. Il y a des amis à elle qui avaient commencé à organiser sa nouvelle vie en secret. Ils ont loué pour elle une villa dans le comté californien d'Orange. Et c'est assez détaillé ce que j'ai trouvé. Alors il y a Bobby qui va lui demander où est-ce qu'elle va, parce qu'elle va pour sortir de la maison. Elle lui dit qu'elle va acheter un peu de sucre et du lait, qu'elle revient tout de suite. Et quand elle part, elle a seulement avec elle un sac, avec un ou deux jeans, une paire de baskets, quelques sous-vêtements. Et elle essaye de prendre la fuite. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ils en sont où? Alors, monsieur règne en maître
sur tout le domaine. Donc ils ont une grande maison avec un parc immense dans la banlieue chic d'Atlanta. Et on constate déjà depuis quelques temps, donc dans l'année 2006, que Whitney se barricade de plus en plus souvent dans sa chambre car elle a peur de Bobby. Par exemple, sur les murs, les portes et les miroirs, il a peint des yeux menaçants. Oui. J'entrais dans ma salle de bain, j'allais aux toilettes et il me scrutait. Voilà ce que Whitney déclarera plus tard. C'était très bizarre, tu m'étonnes. Dans le hall d'entrée, il avait mutilé le portrait de famille qui les représentait tous les trois avec leur fille, Bobby Christina, leur fille de 13 ans. Il avait soigneusement découpé au ciseau le visage de Whitney. Il s'est aussi débarrassé de sa tante Mae, qui prenait soin de Whitney, vu que Robin n'est plus là. Donc il y avait quand même Mae qui était là depuis les débuts de Whitney. Voilà, il l'a dégagée. À sa place, il a mis sa propre sœur, Tina Brown, une fille qui apparemment n'a jamais rien fait de sa vie et qui a justement profité du chaos de cette petite famille, par exemple. Elle a gentiment pris des photos de la maison, enfin surtout de la salle de bain, qui était envahie de détritus. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces fameuses photos où on voyait plein de produits en tout genre, des seringues, tout ça. Eh bien, c'est elle qui les a vendus à la presse. À la maison, les dealers défilent matin, midi et soir. Ils profitent d'elle. Elle dépense plusieurs centaines de milliers de dollars pour sa consommation personnelle. Une fois, Bobby a même reçu un coup de fil d'un trafiquant pour qu'il vienne chercher sa... Alors, je ne peux pas dire le mot, mais ça commence par P, ensuite il y a U et ça finit par E. Voilà, 2 femmes dans une cracotte house, voilà, une maison où plein de gens consomment des cracottes, vous avez compris, désolé, je suis obligée de censurer, à Atlanta. Donc voilà un petit peu les déclarations de l'entourage. Bon, comme je vous disais, voilà, elle s'échappe avec un pauvre sac avec quelques affaires dedans. Les membres de sa famille ainsi que ses amis, ils vont tous déclarer que suite à ça, Whitney a complètement abandonné les substances. Elle est entourée d'une armée de thérapeutes, mais d'autres sont un peu plus sincères en disant que oui, mais c'est pas tout à fait ça, mais de toute façon, la famille va pas trop non plus l'ouvrir parce que Whitney, c'est elle qui ramène l'argent. Elle entretient un petit peu tout le monde, elle est très généreuse, donc on ferme les yeux sur ses problèmes. Ensuite, aux photos très choquantes que Tina Brown diffuse, certains vont avoir la langue bien pendue en disant que oui, effectivement, elle consomme beaucoup de cracottes. Elle a ses dents qui sont quasiment toutes tombées à cause de ça. Elle est même incontinente, elle doit porter des couches. Et il y a même des associés du couple qui ont déclaré aux journaux que Whitney et Bobby parcouraient les rues du New Jersey et d'Atlanta dans des limousines avec chauffeur à la recherche de cracottes. Voilà. Et petite anecdote d'ailleurs, février 2006, elle dit qu'ils avaient fêté son anniversaire dans une boîte d'Atlanta. Mais Bobby était vraiment saoul. Et tous ses efforts pour lui plaire se sont retournés contre elle. De retour à la maison, il m'a craché plusieurs fois au visage. Ma fille a vu toute la scène. Quand je me suis dirigée vers la porte, il m'a plaqué au mur, les yeux pleins de haine. Avec mon téléphone, je l'ai frappé de toutes mes forces. Il s'est écroulé, ma fille hurlait « Papa, papa ». Il m'a toujours trompée, je ne l'espionnais pas mais je savais. Ça me posait un gros problème, mais je laissais faire. J'étais raide amoureuse de lui. Oui, à tel point qu'elle a dépensé, comme je vous disais tout à l'heure, des centaines de milliers de dollars pour régler les pensions alimentaires de ses 3 premiers enfants qu'il ne payait pas. Elle a aussi payé pour le sortir de tous ses démêlés avec la justice. Mais selon Bobby Brown, la biographie qu'il publiera plus tard, c'est à cause de Whitney qu'il rechutait dans les substances. Et c'est à cause de ça d'ailleurs que ça a provoqué la séparation du couple. Parce que monsieur tentait de rester sobre, et avec Whitney à la maison qui prenait des trucs, c'était pas possible. Bon, toutefois il précise qu'il a arrêté les substances, mais par contre il a eu un gros problème avec l'alcool pendant des années. D'accord. Bon, donc on est en septembre 2006. Whitney part, elle demande le divorce. Bon, entre-temps, elle perd sa résidence d'Atlanta qui va être saisie par l'administration fiscale américaine pour non-paiement d'une dette de 1,4 million de dollars. Le divorce sera finalement prononcé en avril 2007 et il y aura répartition des biens qu'ils possèdent en commun. Dans le même temps, elle va annoncer qu'elle enregistre un nouvel album, toujours produit par Clive Davis. Le premier depuis 3 ans, qui doit marquer son grand comeback, même si pour elle, elle n'est jamais partie. Mais elle a quand même perdu sa voix. Il va y avoir quelques concerts assez catastrophiques qui vont complètement ternir ce retour.
Du coup, bon, on essaye de passer outre. 2007 sort un autre album, une compilation, The Ultimate Collection. L'année suivante, 2008, encore un gros drame. Je vous dis, c'est Dallas, cette famille. Là, bon, on a Bobbi Kristina, la fille de Whitney et de Bobby, qui a 15 ans. Eh bien, grosse dispute avec sa mère en février. Alors, les deux femmes se disputent et Bobbi Kristina va essayer de poignarder sa mère avant de tenter de retourner l'arme contre elle. Bobbi Kristina exprimait son refus catégorique de vivre avec Whitney. Étant donné que les parents se séparent, avec qui elle va aller vivre, Whitney ou Bobby? Bon, bah apparemment, Bobbi Kristina veut aller vivre avec son père. Whitney ne veut pas. Du coup, bah, la fille pète les plombs, elle crie, elle pleure et elle finit par prendre un couteau et voilà quoi. Du coup, Whitney, désemparée, va faire enfermer sa fille. Donc, tous ces problèmes perso, bah, Whitney, côté carrière, ça va attendre un petit peu. Hein, donc, elle va revenir en 2009 pour un nouvel album, I Look to You. Elle va se produire lors de l'émission Good Morning America. Ça va encore être une catastrophe vocale, ça va pas du tout. Puis en décembre 2009, elle entame une tournée mondiale. Est-ce que c'était conseillé? Pas du tout, mais bon. Tournée qui la fera traverser l'Europe, l'Asie et l'Australie, avec plus de 8 concerts annulés et 3 reportés. On va apprendre plus tard qu'elle souffre d'une infection des cordes vocales. Du coup, en mai 2010, elle est à Paris, elle va se faire hospitaliser. Donc là, on va plus trop la voir, hein, enfin de temps en temps. Elle va avouer qu'elle consomme de la coco, de la Marie-Jeanne, des pilules qui la rendent incapable d'atteindre les notes aiguës qu'elle arrivait à atteindre quand elle était beaucoup plus jeune. Bon, elle va quand même recevoir le prix de la meilleure artiste internationale lors des American Music Awards. Puis en 2010 sort une réédition de son premier album, Whitney Houston The Deluxe Anniversary, suivi d'une autre compilation, The Essential Whitney Houston. Et en 2011, elle annonce qu'elle fera partie d'un film qui s'appelle Sparkle, dont elle est la productrice exécutive. Et l'année suivante, 2012, bon, bah voilà, le 11 février, elle est retrouvée inanimée dans la baignoire de la suite 434 du Beverly Hills Hilton Hotel à Beverly Hills où elle séjournait. Apparently she wasn't breathing and she's 46 years old. She was not breathing? Yes. Okay, but she is breathing now? I don't know. Okay. She was, the person that called me was irate and couldn't get much out of her. Alors, le rapport médical a révélé que c'était une noyade provoquée par une maladie cardiovasculaire et consommation de coco. Voilà, c'est ça l'origine de son décès. Et ça s'arrête pas là. 3 ans plus tard, c'est sa fille qui n'arrive pas à se remettre de la mort de sa maman qui meurt à son tour dans des circonstances identiques. Là, on en est où concrètement le jour du décès de Whitney? Donc elle a 48 ans. Elle devait figurer le soir même parmi les invités du gala du producteur Clive Davis, donc son mentor. Et en fait, cette soirée, c'est la soirée des pre-Grammy. Oui, il y avait les Grammy Awards qui y arrivaient. Elle s'était même rendue aux répétitions du spectacle le 9 février. Elle avait fait une prestation avec Kelly Price sur scène. Elles avaient chanté ensemble Jesus Love Me. Et après, elle nous quitte. Alors, on va détailler tout ça. Mais d'abord, je vais parler un petit peu du documentaire qui est sorti en 2018. Whitney. Mama, she was a little tough on Whitney. Because she knew what Whitney had. C'est Kevin MacDonald qui l'a réalisé et pourquoi je veux en parler avant de décortiquer le rapport d'autopsie, l'enquête, tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on nous révèle. On a donc le réalisateur Kevin MacDonald, il a presque bouclé son film, il interviewe encore quelques personnes quand il va avoir une révélation fracassante qui va du coup carrément changer l'angle de vue qu'il avait sur son film. Alors c'est le frère de Whitney, Gary, qui va lui déclarer que sa cousine, donc leur cousine qui est maintenant décédée, la musicienne soul Didi Warwick, les a agressés intimement, lui et Whitney, quand lui avait entre 7 et 9 ans. Et il y a sa femme qui est là, Pat, qui confirme les dires de son mari. Elle dit que Whitney lui avait elle-même confié qu'elle avait été effectivement abusée par leur cousine, mais elle n'a pas donné de détails. Donc, voilà, ça va entraîner un drama familial, toutes ces révélations. Suite à ces déclarations, il va également interviewer la tante de Whitney,
donc celle qui s'occupait d'elle, hein, Mae, son vrai nom c'est Marie, on la surnomme Mae Jones, donc elle était assistante de Whitney, surtout pendant les 10 dernières années de sa vie, et elle va en parler. Elle dit que c'était l'éléphant dans la pièce dont personne ne voulait parler. C'était la chose qui pour elle avait été le catalyseur de tant de choses dans la vie de Whitney. Du coup, le réalisateur a également voulu interroger Bobby à ce propos, mais il a dit qu'il n'était pas au courant. Selon sa tante, toujours, Whitney avait honte de ce qui lui était arrivé, au point d'en avoir jamais parlé à sa propre mère. Alors, le documentaire sort avec toutes ces informations. Du coup, la mère de Whitney, Cissy Houston, va réagir, donc elle va parler par rapport à tout ça. Ce sera dans les colonnes du magazine People. Donc elle va s'exprimer au nom d'elle-même et de sa nièce Dionne Warwick. Donc elles vont exprimer leur horreur face aux affirmations de l'assistante de longue date de Whitney. Ma nièce Dionne Warwick et moi faisons cette déclaration pour élever notre voix au-dessus du vacarme entourant la sortie du film Whitney. Bien que le film soit commercialisé comme un projet approuvé par la famille Houston, ni mon fils Michael, Dionne ni moi-même n'étions au courant des allégations d'abus ni de la direction que prendrait le film jusqu'à 2 jours avant la projection à Cannes. Donc on comprend que c'est l'autre frère, Gary, qui a parlé, mais Michael, la maman et la nièce n'étaient pas au courant. Pour commencer, nous voulons affirmer clairement que l'horreur de ce que vivent les victimes d'abus intimes est inimaginable. Nous ne pouvons cependant pas exagérer le choc et l'horreur que nous ressentons et la difficulté que nous avons à croire que ma nièce, Didi Warwick, la sœur de Dionne, ait agressé 2 de mes 3 enfants. On m'a dit, pour justifier le thème invasif de ce film, que Whitney est une personne publique et que par conséquent, le public avait le droit de tout savoir sur elle. Et je dis non. Son métier ne donne pas au public le droit de connaître tous les détails intimes de sa vie au-delà de ce qu'elle a elle-même révélé de son vivant. Si elle avait été agressée, je ne pense pas qu'elle aurait voulu que cela soit révélé pour la première fois à des milliers, voire des millions de personnes dans un film. Je connais la femme qui a été identifiée comme la proche confidente de Whitney. Si elle était la proche confidente de ma fille, il semblerait qu'elle ait choisi de trahir la confiance de Whitney en publiant des rumeurs et des oui-dire. En tout cas, Dionne, Michael et moi ne la connaissons pas comme nous avons connu et aimé Didi Warwick. Didi a peut-être eu des difficultés personnelles, mais l'idée qu'elle aurait agressé mes enfants est accablante et pour nous insondable. Nous n'avons jamais entendu quoi que ce soit lié au crime accusé contre Didi dans le film. Bon, la déclaration était plus longue, mais je vous l'ai raccourcie, je vous ai mis l'essentiel. Maintenant, comme promis, on revient sur le décès de Whitney Houston, qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue d'ailleurs aujourd'hui, susciter des théories, pas mal de choses, donc on va un petit peu démêler tout ça. Alors, on va rentrer dans le détail. On est donc, comme je vous le disais, le 11 février 2012, la veille des Grammy Awards. À 15h43, elle est retrouvée inconsciente dans la baignoire par son assistante. Comme je vous disais tout à l'heure, la conclusion, noyade accidentelle avec des facteurs contributifs de maladie cardiaque et consommation de coco, selon le rapport du coroner. Un rapport de 42 pages que j'ai lu et qui révèle des choses assez intéressantes. D'ailleurs, il vaut mieux lire ce rapport-là plutôt que certains articles parce que j'ai vu un petit peu n'importe quoi. C'est pas du tout son garde du corps qui l'a retrouvé décédé dans la baignoire, c'est bien son assistante. Et il y a certaines sources qui sont un petit peu divergentes par rapport à tout ça, donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à voir le rapport complet pour avoir bien tous les détails. Mais dans ce rapport, qu'est-ce qu'on va trouver ? Alors effectivement, il y a des traces de coco et ses métabolites qui ont contribué à son décès. Et on va retrouver d'autres substances, dont de la Marie-Jeanne, du Xanax, du Benadryl, médicament contre les allergies, du Flexeril, qui est un relaxant musculaire. Mais selon le rapport, ceci n'a pas contribué à son décès. Il y avait de l'eau trouvée dans ses poumons, ce qui nous indiquait qu'elle était en vie lorsqu'elle était immergée sous l'eau. Selon nos tests, le niveau de coco n'était pas nécessairement à un niveau mortel, mais sa mort a été compliquée par une consommation chronique de coco et une maladie cardiaque. Le chef adjoint du coroner, Ed Winter, paix à son âme, je vous ai parlé de lui dans la vidéo sur Kim Porter,
mort mystérieusement lui aussi. Il a fait beaucoup d'autopsies de célébrités, entre autres Brittany Murphy. Alors voilà ce qu'il déclare, elle aurait pu s'évanouir d'abord à cause de l'ivresse de la coco, ou elle aurait pu avoir une crise cardiaque puis se noyer. Voilà, c'est les deux cas de figure possibles. Revenons un petit peu en arrière, parce qu'il s'est passé des choses qui alimentent du coup plein de spéculations. On va revenir 2 jours avant son décès, le jeudi 9 février. Il y a une interview qui est en train d'être tournée avec Clive Davis, donc le mentor et le producteur de disques de Whitney, et il y a également la chanteuse Brandy et la chanteuse Monica, donc ils sont tous les trois en train de faire une interview, c'est filmé, hein. Et là, Whitney arrive et elle interrompt l'interview, et alors à cette époque-là, ça avait été très pointé du doigt en disant mais elle est complètement défoncée, elle coupe l'interview comme ça. Alors non, pas vraiment. Il y a justement des témoins de cette scène qui disent qu'elle n'était pas du tout défoncée. Whitney a attendu que E!, donc la chaîne qui filmait l'interview, ait fini le tournage pour dire bonjour. Donc dès que l'équipe de E! A vu Whitney entrer dans la pièce, ils ont commencé à faire rouler leur caméra. Elle a dit bonjour aux 3 personnes. Elle était complètement sobre, cohérente et absolument respectueuse. Elle voulait juste souhaiter bonne chance à Brandy et Monica. Quant à son apparence échevelée, selon certains, en fait, c'est pas compliqué. Whitney venait juste de sortir de la piscine. Elle faisait des longueurs tous les jours pour faire de l'exercice. Donc elle était dans la piscine avec Bobby Christina, donc sa fille était avec elle. Et quand elle est sortie, quelqu'un lui a dit que Clive était à l'étage avec Brandy et Monica. Donc au cours du bref échange, Whitney, elle a dit à sa fille de dire bonjour à tout le monde, parce que Clive Davis est le parrain de Bobby Christina. Elle lui fait la bise, et après elles sont parties. Et d'ailleurs, vous noterez, on en reparlera plus tard, que Whitney glisse un papier à Brandy. On en reparlera plus tard. Bon, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est donc l'invitée de la soirée de Kelly Price. Ça se passe à la discothèque True Hollywood. Donc Whitney s'y rend avec sa fille de 19 ans, Bobby Christina Brown. Et Whitney va chanter un petit duo avec Kelly Price dans ce qui va devenir sa dernière prestation. Mais lors de la fête, il y a eu un accrochage entre la chanteuse et Stacey Francis, qui est une ancienne finaliste de X Factor. Et à cette même soirée, il y avait également Ray J, le chanteur R&B, tristement célèbre également pour sa vidéo très coquine avec Kim Kardashian, voilà, vous resituez. Et lui, c'est aussi le frère de Brandy. Brandy qui est très proche de Whitney, et donc de ce fait, Ray J également très proche de Whitney. Il y a eu des photos qui ont été prises plus tard dans la nuit, où on voit Whitney Houston échevelée, agitée alors qu'elle quitte la soirée, et apparemment elle avait même du sang qui coulait le long de sa jambe ainsi que des égratignures au poignet. Et d'autres ont dit qu'elle était partie faire le poirier près de la piscine de l'hôtel. Enfin voilà, elle était, on va dire, un peu beaucoup éméchée. Ok, ça c'est donc le jeudi soir. Le vendredi, le soir, elle le passe au bar de l'hôtel Beverly Hilton avec un groupe d'amis. Elle est restée assez longtemps au bar. Elle a apparemment pas mal bu, elle est devenue très bruyante. On arrive donc au samedi 11 février. Whitney prévoit d'assister à la soirée annuelle pré-Grammy de son ami et mentor Clive Davis au Beverly Hilton Hotel le samedi soir. Donc c'est dans le même hôtel où elle séjourne. Donc le matin du 11 février, des sources ont affirmé qu'elle avait pris son petit déjeuner à l'hôtel Beverly Hilton aux côtés de sa fille Bobby Christina, mais qu'elle s'est ensuite retirée dans sa suite, donc la 434, où elle avait commandé de la nourriture et elle avait aussi consommé du Xanax pour calmer ses nerfs. À un moment donné dans la matinée, début d'après-midi, la cousine de Whitney, donc la chanteuse Dionne Warwick, elle a échangé avec Whitney au téléphone afin de s'assurer qu'elle serait bien assise à la même table le soir même, donc lors de la fête de Clive Davis. Elle va également avoir sa mère au téléphone. Tout va très bien. Elle se plaint juste auprès de son assistante d'un mal de gorge. Du coup, son assistante lui dit « tu devrais prendre un bain, ça te ferait du bien avant de te préparer pour la soirée des pré-Grammy ». Bon, c'est ce qu'elle fait et à ce moment-là, son assistante, elle sort faire des courses pendant que Whitney prend son bain. Et quand elle revient 1 heure après, il est 15h35, elle découvre Whitney sans vie dans son bain. Alors apparemment l'eau elle était à 33 cm et elle était bouillante.
Ça, c'est un détail qu'il faut retenir parce que c'est pas normal, quoi. On va en reparler après. Moins de 30 minutes plus tard, il y a quelqu'un de l'entourage de Whitney qui appelle la sécurité de l'hôtel. La police qui est déjà sur place pour préparer l'événement débarque dans la chambre 2 minutes plus tard. Les autorités tentent de la réanimer, mais finalement, comme je vous disais tout à l'heure, elle sera déclarée décédée à 15h55. Le lieutenant Mark Rosen de la police de Beverly Hills dit qu'il n'y avait aucun signe évident d'acte criminel, ni aucun signe évident d'une cause de décès. Les responsables du bureau du coroner de Los Angeles sont partis avec le corps de Whitney à 1h50 du matin. Alors là, quand même un truc qui est fort, c'est que Clive Davis, donc sa soirée des pré-Grammy, il l'a quand même tenue. Ça a été un moment très gênant parce qu'il y avait tout le gratin qui était invité. Selon lui, c'est ce que Whitney aurait voulu. Et il y avait seulement 4 étages qui séparaient la fête de la chambre de Whitney Houston, quoi. On a la sœur de Bobby Brown, Leola Brown, qui affirme qu'elle sait comment Whitney Houston a obtenu de la coco qui a été retrouvée dans son organisme. Alors selon elle, le responsable c'est Reggie. Donc selon le porte-parole de Reggie, mais pas du tout, c'est de fausses déclarations. Leona Brown n'était même pas à proximité de l'hôtel le jour de la mort de Whitney. Reggie était chez lui lorsqu'il a appris que Whitney avait été retrouvée décédée dans sa chambre d'hôtel. Et de là, il s'est immédiatement rendu justement à l'hôtel, donc il n'était pas loin, pour essayer de la voir. Mais il aurait été refoulé par les forces de l'ordre et il n'aurait pas été autorisé à rentrer dans la pièce. Il y a également la fille de Whitney, Bobby Christina, ainsi que sa cousine Dionne Warwick, qui ont également toutes deux été refoulées de la chambre d'hôtel alors qu'elles tentaient d'entrer pour voir Whitney. Donc là, ça a soulevé, si vous voulez, des questions sur la relation entre Reggie et Whitney. Certains disent que c'était son petit copain. D'autres, surtout Reggie lui-même, dit que non, en fait, ils étaient juste très amis. Alors, effectivement, on les avait vus la même semaine, en train de dîner ensemble à Los Angeles. Ils ont été vus le 3 février au Petit Four. Et selon des sources, ils étaient très proches déjà depuis 2010. Alors, voici ce que Reggie déclare. « Vous savez, ils exagèrent. C'est mon amie, je la connais depuis des années et c'est une amie de la famille. J'ai beaucoup d'amour pour elle et j'ai beaucoup de respect pour elle. Notre amitié est quelque chose que les gens ne comprennent peut-être pas. Peut-être à cause de la différence d'âge, mais nous avons toujours été amis. Nous nous embrassons, nous rions, nous sortons dîner, nous parlons de différentes choses dans nos vies et c'est une personne tellement cool. Et rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait eu une embrouille à la soirée de Kelly Price entre Whitney et Stacy. On va l'apprendre en 2017, ce qui s'est passé. Whitney n'aurait pas apprécié d'avoir vu Reggie et Stacy se rapprocher. Donc elle aurait couru vers eux et elle a commencé à crier « C'est mon homme, je suis une cougar ». Éloigne-toi de mon homme. Et du coup, les autres chanteurs ont dû intervenir pour les séparer. C'est un ami et je connais sa sœur. J'aime beaucoup sa sœur. Nous nous connaissons depuis les années 90. Nous avons juste une bonne connexion. Ça n'a jamais été plus loin, ça n'a jamais été intime. Mais Whitney n'a pas compris cette relation. Et à ça, Reggie se lamente en disant « Tout est de ma faute, tout est de ma faute ». It's all my fault. What? It's all my fault. All of that happened? No, that's not. No. Rôle de Reggie dans cette histoire, tout est de ma faute. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Par contre, je ne sais pas. Bon, comme je vous dis, l'autopsie pratiquée. On apprend que le nez de Whitney Houston était complètement pourri. Il y avait même un trou à cause de la coco. Ses artères étaient également bloquées à 60% et il y avait en tout 9 substances découvertes dans son corps. Déjà, ce qui est bizarre, c'est qu'elle était retrouvée dans sa baignoire face contre le sol de la baignoire. C'est bizarre. Enfin, vous, je sais pas, moi je trouve ça bizarre. L'eau était très chaude, anormalement chaude. Elle était 6 heures après sa mort à 33 degrés. Donc 6 heures plus tôt, elle était à combien? Ils estiment à 66 degrés quand elle est décédée. Et d'ailleurs, on voit effectivement qu'il y a des pans de sa peau qui ont été brûlés sur son dos. Il y a également eu une marque d'aiguille qui a été découverte sur l'intérieur de son coude gauche. Donc comme je vous disais, la cause officielle du décès, ça a été noyade accidentelle due à une maladie cardiaque et à la consommation de coco. Alors selon un docteur, la consommation de coco aurait pu entraîner une tachycardie, qui est donc une accélération du rythme cardiaque, ou une arythmie, qui est un rythme cardiaque irrégulier. Et les deux peuvent sérieusement perturber la fonction cardiaque normale du corps. Ils ne disent pas
que c'était l'artérosclérose, ils disent que c'est la coco en combinaison avec ça. Donc ça aurait très bien pu la rendre inconsciente et elle aurait pu être submergée et noyée. Et la raison pour laquelle la coco a été choisie comme cause du décès, enfin, l'une des causes du décès de Whitney par opposition aux autres substances présentes dans son organisme est que ces autres substances n'étaient peut-être pas présentes à des niveaux suffisamment élevés pour que le toxicologue les considère comme des facteurs contributifs. Même concernant la coco, comprenez là que en fait, le taux qu'ils ont retrouvé dans son sang n'est pas suffisant pour considérer que c'est une overdose, mais ça a pu donc jouer sur son cœur et qui a pu donc causer un problème cardiaque, la rendre donc inconsciente et de ce fait, inconsciente dans son bain, la noyer. Et il y a le porte-parole du coroner qui déclare que les résultats indiquaient que Whitney était une consommatrice chronique de coco. Mais il y a un coup de théâtre. La même année, il y a un enquêteur privé de Los Angeles qui enquête sur des affaires de substances et des morts suspectes de célébrités, qui affirme que Whitney a été assassinée par 2 voyous envoyés par de puissants trafiquants de substances de la côte Est pour remboursement d'une dette de 1,5 million de dollars. Alors, asseyez-vous bien. Selon lui, donc c'est un ancien officier de police, s'appelle Paul Huebel. Il affirme avoir présenté au FBI ce qu'il considère comme une preuve irréfutable que Whitney était la cible des 2 hommes et que ces 2 hommes-là étaient connus de la plupart, mais pas de tous, de l'immense entourage de Whitney, car ils sont venus à plusieurs reprises dans sa chambre d'hôtel au cours des derniers jours. Il affirme également que ces 2 hommes ont été filmés par la vidéosurveillance de l'hôtel en train d'entrer dans la suite de Whitney à peu près au moment de son décès. Alors, selon certains, Whitney était endettée, elle aurait même demandé 100 $ à ses amis. Sa suite d'hôtel, par exemple, elle a été payée par Clive Davis. Mais est-ce que vraiment cette dette d'1,5 million de dollars aurait pu conduire à sa mort? C'est la question qu'on se pose. En tout cas, ce détective privé, il ne veut pas dire qui l'a engagé pour enquêter sur la mort de Whitney Houston. Alors il affirme que des informateurs anonymes lui ont dit qu'il existait des images vidéo de surveillance de ces 2 hommes qui seraient selon lui donc impliqués dans le décès de Whitney Houston. On les voit sur les bandes entrer dans la suite de Whitney peu après 14h45, le 11 février, pendant que son assistante est en train de faire des courses. Donc selon lui, le scénario possible, c'est qu'ils ont exigé de l'argent de Whitney, qu'elle devait donc à leur patron, donc ces fameux 1,5 million de dollars, mais qu'elle a refusé de leur donner, et que là, les choses sont parties en cacahuète. Bien que l'assistante de Whitney dit qu'elle l'a vu rentrer dans son bain avant de partir faire les courses, lui par contre il pense que Whitney a été jetée à l'eau par ses agresseurs et que rien que ça déjà c'est pas normal, même si elle était sous coco, elle rentre pas volontairement de son plein gré dans un bain brûlant, ça n'a aucun sens. Elle aurait juste mis le pied, elle aurait vu que c'était trop chaud donc elle serait pas rentrée, donc selon lui ce sont ces gens-là en fait qui l'ont foutu dedans quoi, pour la menacer, pour lui faire peur et puis finalement ils l'ont tué quoi. Effectivement il y avait des blessures également aux avant-bras et aux mains, ça c'est toujours dans le rapport d'autopsie, là je confirme c'est écrit, et il affirme que ces blessures sont cohérentes avec le fait qu'il y a eu donc une lutte qui ont donc causé ces blessures de défense. Ce sont pour lui des blessures classiques de défense, les mains et les avant-bras. Elle avait aussi des contusions sur les bras et les épaules, une coupure sur la lèvre supérieure, des égratignures au nez et au front, ainsi que des lacérations au cuir chevelu. Donc selon lui, Whitney avait de toute façon un style de vie à risque, où il y avait beaucoup d'abus de substances en tout genre, et que forcément, en ayant ce type de mode de vie, elle côtoyait donc des trafiquants, et que qui dit trafiquant dit milieu criminel, quoi, tout simplement. Il a même ajouté qu'il a contacté le FBI, mais il a déclaré qu'il pensait que la police et le coroner étaient heureux de balayer la mort de Whitney sous le tapis, en la qualifiant d'accidentelle et en clôturant leur enquête. Selon lui, il y a au moins une partie de l'entourage de Whitney Houston qui sait ce qui s'est réellement passé. Bon, là où sa théorie tient pas trop le coup, c'est que Whitney endettée, pas vraiment, parce qu'apparemment elle a quand même laissé un héritage de 20 millions de dollars. Je sais pas ce qui s'est passé. Une autre théorie, alors là c'est toujours Jaguar Wright. Vous la connaissez, je vous parle souvent d'elle, elle balance énormément de choses. Bon, elle est partie loin là.
Mais comme je vous dis, moi, je prends pas vraiment d'opinion là-dessus. Je ne sais pas. C'est du complotisme, comme on dit, mais de toute façon, maintenant, dès qu'on a une idée un petit peu qui sort des rails, on va dire, on est traité de complotiste. Donc, moi, je dis juste que c'est un peu tiré par les cheveux comme ça, à vue d'œil, mais je ne dirai jamais que c'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Voilà, donc pourquoi pas. Jaguar Wright pense que Whitney a été sacrifiée. Elle dit que Clive Davis aurait abusé de Whitney Houston et de sa fille Bobby Christina lors d'une fête et que c'était lui qui les avait toutes les deux initiées aux substances. Elle déclare également que Clive Davis possède un coffre-fort secret dans lequel il stocke des vidéos compromettantes de ses artistes afin de les faire chanter, de les manipuler. Elle dit que c'est un adorateur du diable ainsi qu'un pédo, voilà, et qu'il ferait même partie d'une secte satanique qui dirige l'industrie de la musique. Alors, le coût du sacrifice. Pourquoi certains pensent ça? Parce que Whitney a été tuée donc dans cette chambre d'hôtel et que Clive Davis a maintenu sa soirée 4 étages en dessous et que si vous faites un sacrifice en fait dans un immeuble et que vous réunissez plein de gens dans ce même immeuble avec les énergies, tout ça, voilà, je suis pas hyper calée sur le sujet, mais juste je vous dis ce qui se rapporte. C'était en gros le lieu et le moment idéal justement pour maintenir cette soirée afin de se nourrir des ondes du sacrifice. Voilà quoi. C'est aussi appuyé par le fait que Whitney savait qu'on allait s'en prendre à elle. Et pour certains, le témoignage le plus flagrant, c'est cette vidéo qu'on a où donc elle vient embrasser Brandy, Clive et fait coucou à Monica. Et où là, elle passe une note à Brandy. Donc voilà, tout ça, ça alimentait la théorie du complot. Whitney Houston savait qu'elle allait être sacrifiée ou qu'on allait s'en prendre à elle. Du coup, elle aurait donné ce petit mot-là devant les caméras pour que ça soit filmé, pour qu'on ait justement une trace de son geste. Donc c'était délibéré. Elle la donne à Brandy en qui elle a confiance. Et qu'aurait-il dans ce message? Un appel à l'aide, un avertissement, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, ça n'a servi à rien puisque personne n'est intervenu. Et justement, quand on demande à Brandy il y a quoi dans ce message, elle reste quand même assez vague. Elle laisse entendre aux fans qu'en gros, Whitney lui a passé le flambeau. Autre théorie également concernant Clive Davis, même si c'était pas un sacrifice rituel, etc., ce serait quand même lui qui aurait orchestré le meurtre de Whitney. Donc là, on reste sur la théorie du meurtre, comme le présume le détective privé. En fait, il aurait envoyé ces deux bonhommes pour éliminer Whitney Houston parce que justement, sa carrière n'aurait plus jamais redécollé. Et je vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, hein. Qu'est-ce qui peut rendre plus célèbre un artiste déjà célèbre? Sa mort. Donc étant donné que là, Whitney, vocalement, c'était foutu, ou du moins, elle aurait peut-être pu revenir au top, mais avec un long coaching vocal. Et il aurait fallu qu'elle ne prenne plus du tout aucune substance, ni même qu'elle ne fume quoi que ce soit, vraiment pour restaurer au maximum ses cordes vocales. Bon, c'était pas le cas. Donc à mon avis, si je devais rentrer dans cette théorie, je dirais que, effectivement, peut-être que Clive s'est dit « elle ne me rapportera plus jamais d'argent, c'est foutu ». Par contre, morte, oui, elle peut encore me rapporter gros. Effectivement, si on part là-dessus, c'est possible. D'ailleurs aussi, certains notent que c'est bizarre quand même, l'assistante qui part 1 heure, genre pour acheter des cupcakes, au final elle se retrouve dans un supermarché, elle met une plombe pour faire les courses alors qu'elle n'avait rien à prendre quasiment. Pourquoi elle est partie tout ce temps? Bon, donc on sous-entend une complicité de l'assistante. D'autres pensent que non, elle est vraiment partie faire des courses, mais les deux hommes la surveillaient et ils sont venus pile à ce moment-là pour s'attaquer à Whitney. Et voilà quoi. Bon. Bobby Brown, de son côté, il a une autre théorie, lui. Il pense que, rien à voir, il pense que c'est Nick Gordon qui est responsable non seulement de la mort de Whitney, mais également du décès de sa fille Bobby Christina. Alors, Nick Gordon, il est décédé, hein, et selon lui, il fournissait justement régulièrement en substance Whitney et sa fille.
Donc voilà, c'est à cause de lui qu'elle serait décédée. Et pour info, hein, ce type-là, c'est également l'ancien fiancé de Bobby Christina. Bon, de toute façon, lui aussi, il est décédé, donc on ne saura jamais la vérité. Donc voilà un petit peu tout. Je suis désolée, c'était une très longue vidéo, mais depuis le temps que vous me la réclamiez, je pouvais absolument pas la bâcler. Si vous voulez mon avis, toutes les petites blessures, les petites coupures qu'elle a, j'entends que ça serait effectivement possible que ce soit dû à une attaque et qu'elle se soit défendue. Mais quand j'ai lu ça, je me suis quand même aussi rappelé des soirées qu'elle a fait avant, où elle était très éméchée, où elle faisait le poirier près de la piscine de l'hôtel. Je pense que quand on est un peu éméché, on a tendance à se cogner facilement, on a tendance à se faire des égratignures un petit peu, voilà, on sait même plus comment on s'est fait ça. Donc je partirai pas complètement sûre à 100% que ce sont des blessures défensives. Je dis pas que ce n'est pas le cas, tout est possible en fait, attention. Je dis juste que voilà, moi perso, je n'oublie pas qu'elle a fait la fête avant et qu'il est possible qu'elle se soit fait mal à ce moment-là. Par contre, moi, ce qui me fait vraiment, mais vraiment tiquer, c'est cette eau bouillante. Moi, c'est le truc en fait que je ne comprends pas du tout. Les retrouver dans cette eau brûlante, face contre terre, on ne prend pas son bain sur le ventre, vous voyez? Donc là, je comprends pas. Là, par contre, je ne comprends pas. Et moi, c'est vraiment ces deux petits détails, l'eau brûlante et le fait qu'elle était sur le ventre, qui me font tout remettre en question et que je me dis c'est pas possible en fait, c'est pas normal. Bon, eh bien écoutez, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi pour l'actu du mois.